Génial, maintenant que j'ai levé le kiwi qui était me faire chercher, je fais comment moi ça va te... Bah ça doit être ça, vu que c'est une tenue noire. Un tissu très spécial, donc ouais, ça doit être ça qui doit rester au final. C'est parti pour aller l'aider. Ah, très drôle de matière, mais c'est vrai que nous en protéger pas. C'est parti mon ami, j'arrive. Salut les aventuriers et les aventurières, aujourd'hui nous allons parler de Kingdom Hearts Birth by Sleep et Kingdom Hearts Disrupt Distance. Pour cette vidéo je vais surtout capturer les versions PS4, donc sachez que si vous voyez les images, les versions originales ne sont pas aussi nettes. C'est parti pour un petit résumé. Kingdom Hearts Birth by Sleep, initialement sorti le 9 janvier 2010, édité par Square Enix, développé par Square Enix, c'est un jeu action RPG sur PSP. Voici pour les boîtes du jeu, donc voici la boîte de la version française, la boîte de la version japonaise et la boîte de la version américaine. Qu'est-ce qui est dommage, comme vous voyez sur l'image, c'est que malheureusement les trois jaquettes sont similaires. Et ça arrive souvent dans les jeux Kingdom Hearts. Si on fait le didacticiel, on commence sur l'île du destin, bien connue des joueurs de Kingdom Hearts 1. On se retrouve avec un jeune garçon aux cheveux argentés qui se plaint de la taille de son monde. On imagine le retrouver bien plus vieux avec la tenue de l'agression 13, qui tient un jeune garçon qui ressemble à Rotsas, qui semble être dans les vapes. La personne qui le tient semble vouloir l'abandonner. Apparemment son cœur est brisé, mais par chance une personne semble vouloir lui partager le sien. Et par miracle, le jeune garçon semble à nouveau capable de se mouvoir et d'utiliser la Keyblade. Et on apprend dans le jeu que ce jeune garçon se nomme Ventus. Après cet événement, on est recueilli par un certain Maître Heracus et ses élèves, Aqua et Terra, qui sont vite devenus ses amis. Au début du jeu, on apprend le didacticiel pour apprendre les commandes. Une fois cela fait, on retrouve le personnage en train de dormir. Aqua réveille Ventus, et un petit peu après, Terra les rejoint. Ils discutent. Après, Aqua donne des porte-bonheur qu'elle a fabriqués pour l'examen de symbole de maîtrise pour leur porter chance. Les trois amis profitent pour faire un petit entraînement et c'est à ce moment-là du jeu qu'on peut contrôler un des trois personnages. Vu que cette aventure nous va suivre trois points de vue différents selon les personnages, pour cette vidéo nous allons prendre le point de vue de Aqua. On se dirige vers le lieu où va se produire l'examen de symbole de maîtrise pour Aqua et Terra, vu que Ven est encore récent en tant que gardien de la Keyblade. Pour cet examen, Heracus sera accompagné d'un autre maître de la Keyblade, Xehanort. Après avoir passé la première épreuve, un combat entre Aqua et Terra commence. Après cela fait, Maître Heracus prononce le fait que c'est Aqua qui deviendra maître de la Keyblade, vu que Terra a utilisé le pouvoir des ténèbres et qui a échoué à cause de ça. Pendant que le trio attend Maître Heracus, on voit Maître Xehanort discuter avec un mystérieux personnage habillé en rouge et noir.
Heracus revient voir Aqua, mais pas le temps de discuter. Maître Yansid explique que les mondes sont en danger à cause de mystérieuses créatures. Maître Heracus laisse une seconde chance à Terra pour qu'il puisse devenir maître. Terra part devant pour la mission. Heracus demande à Aqua de sauver Terra pour pas qu'il succombe aux ténèbres. Du coup, il part voir les autres mondes. Pour sa mission, Aqua doit sauver Terra et aussi poursuivre sa mission. Eventus part pour suivre Terra parce qu'il s'inquiète. Et c'est comme ça que les trio sont partis à l'aventure, pour sauver les mondes. Si vous voulez savoir la suite, à vous de jouer. Le fait d'avoir 3 points de vue différents grâce aux 3 personnages est vraiment intéressant. C'est-à-dire si on veut avoir l'histoire complète, il faut jouer chaque scénario de chaque personnage et c'est vraiment une bonne idée. Ça veut dire que si on commence par exemple, je dis une bêtise avec Terra, on aura jusqu'à la fin du jeu. Mais aussi on veut savoir ce qui se passe entre certaines scènes, il faut mieux jouer le scénario d'Aqua et Ventus en fait. Les 3 sont complémentaires, donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. C'est le premier Kingdom Hearts qui propose le système de lock, qui permet de cibler un ennemi pour déclencher une attaque dévastatrice. Qu'est-ce qui fait plaisir avec ce Kingdom Hearts, c'est qu'on visite des mondes qu'on n'a pas l'habitude de visiter, et ça fait du bien de voir des nouveaux mondes. Dans ce jeu, les ennemis principaux ne sont plus les sans-cœurs, mais les Nessians, des créatures nées de négativité, et ça fait du bien de voir des nouvelles créatures que les sans-cœurs. Une chose qui est bien dans ce jeu, c'est que dans ce Kingdom Hearts là, on apprend beaucoup plus sur comment marche l'univers de Kingdom Hearts avec les porteurs de Keyblade. Comment ça fonctionne, tout ça. Et une chose qui est encore mieux, c'est que certes, le jeu se passe 10 ans dans le passé, mais tout ce qui est abordé là va avoir beaucoup d'importance dans le futur de l'univers de Kingdom Hearts. Donc c'est vraiment intéressant au niveau de l'histoire. J'aime beaucoup la mécanique des liens D qui permet de récupérer des compétences des personnages choisis. Et en même temps, ça fait un petit soin quand on est vraiment en danger. Ce point négatif est surtout personnel, c'est le mini-jeu de la chasse aux commandes, qui consiste à un tableau de jeu pour pouvoir débloquer des techniques et d'autres bonus. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a jamais accroché. La plupart des boss de ce jeu ne sont pas très durs à battre. Par exemple, j'ai fini le jeu avec Aqua niveau 32 en normal, et pourtant je suis pas un très bon joueur en jeu vidéo en général. C'est pour ça que je vous conseille de mettre en difficile si vous voulez un peu de difficulté. La caméra du jeu fait encore des siennes, même si c'est pas la pire. Vous commencez à le savoir, la caméra des jeux Kingdom Hearts c'est un peu ma petite chouchou, donc j'aime bien la placer de temps en temps. Mais dans ce jeu, c'est pas vraiment le plus embêtant. Il y a quelques phases où la caméra bloque un petit peu, mais globalement dans ce jeu, ça va, la caméra suit bien. C'est vrai que dans ce jeu, le côté couloir est beaucoup plus appuyé que dans le jeu Kingdom Hearts. Après, c'est excusable sur le fait que c'est sorti sur PSP, une console qui était quand même beaucoup moins puissante qu'une PS2. Donc ça peut se comprendre qu'ils ont préféré faire plus au niveau couloir qu'à un monde plus ouvert un petit peu à la Kingdom Hearts 2 où c'est des couloirs mais on voit moins ce côté de couloir. Mais je le mets en point négatif même si c'est vraiment chipoté et tant que je dis, j'imagine que si c'est ressorti sur notre console ils n'auraient peut-être pas choisi ce choix là, c'est parce que ils ont fait ça par défaut. Donc je le mets en point négatif mais vraiment pour chipoter. Sinon en général le côté jeu couloir c'est pas le jeu avec le couloir le plus embêtant. Donc c'est un point négatif, mais vraiment, tant que je l'ai dit, je chipote. Kingdom Hearts Babasip était une bonne surprise pour moi. Je l'ai découvert quand j'ai commencé à faire un marathon Kingdom Hearts pour essayer de découvrir tous les Kingdom Hearts. J'ai vraiment commencé à me mettre dedans, quoi. Et du coup, ça me faisait vraiment plaisir de découvrir celui-là parce que on apprend beaucoup plus sur les personnages, on apprend du coup, on apprend plus sur tout ce qui est les porteurs du Keyblade. On s'attache aux personnages qui sont vraiment bien écrits dans ce jeu. Et surtout Aqua qui est ma préférée du trio, le trio du destin du coup. Mais en vrai c'était un vraiment bon jeu. Je pense que je l'aurais sur PSP à l'époque, si j'aurais une PSP, ça aurait été sûrement un de mes jeux préférés de la PSP. Donc en vrai, non, j'avais vraiment kiffé ce Kingdom Hearts là. Donc maintenant, nous allons partir pour parler de Kingdom Hearts Drop Distance. C'est parti pour un petit résumé. Mais avant de faire le petit résumé du jeu, je préfère simplifier quelque chose. Je vais principalement, comme j'ai dit au début de la vidéo, utiliser la version PS4. Mais pour certaines comparatives, j'ai utilisé la version 3DS. Donc ça sera beaucoup de la PS4, mais certains exemples seront aussi faits sur la 3DS. Donc je préfère donner cette info là au début de la vidéo. C'est parti pour un petit résumé. Kingdom Hearts Drop Distance, initialement sorti le 29 mars 2012, développé par Square Enix,
c'est un jeu action RPG sur Nintendo 3DS. Vous la connaissez à force, c'est la chronique des boîtes. Bon, malheureusement, ça ne change pas. Voici la boîte en version française, la boîte en version américaine et la boîte en version japonaise. Malheureusement, ces trois jeux ils ont exactement la même boîte selon le pays, qu'est-ce qui est dommage dans les jeux Kingdom Hearts qui font souvent ça. Mais bon, on les aime quand même, mais c'est dommage qu'il n'y a pas de variété selon les boîtes. Le jeu commence sur Zubar, l'un des membres de l'Organisation 13, qui se fait arrêter dans son élan par une personne qui se fait appeler Ancienne. Après ça, nous retrouvons Sora et Riku qui sont bizarrement retrouvés leur apparence qu'ils avaient dans Kingdom Hearts 1, en sachant que le jeu se passe chronologiquement après Kingdom Hearts 2. L'explication, c'est qu'ils sont en train de passer l'examen de symbole de maîtrise. Avec tout ce qui s'est passé dans les jeux précédents, Maître Diancie décide qu'il fallait qu'ils reprennent l'entraînement à zéro, et décide de les envoyer dans les mondes des rêves, pour qu'ils puissent acquérir de nouveaux pouvoirs, et leur apparence fait partie de l'examen. Sora et Riku arrivent tous les deux à la ville de Traverse, mais qu'on apprend au fur et à mesure de ce niveau qu'ils ne sont pas dans la même version du même monde. Sora fait la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Niku et Riku de Joshua, qui vont pour les aider dans ce monde. On apprend que des personnages en manteau noir de l'organisation 13 sont ici et apparemment ils vont mettre des bâtons héros de nos jeunes héros. Pourquoi les mondes ont plusieurs versions d'un même monde? Pourquoi l'organisation 13 semble être là? Quelle aventure attend Sora et Riku? Si vous voulez savoir la suite, à vous de jouer. La nouvelle mécanique du jeu est la fluidité, qui permet au personnage de pouvoir interagir avec son environnement, et j'adore cette mécanique. Distrope Distance, c'est aussi les aval-rêves, des créatures qui nous aident pour les combats, qui remplacent un peu de Nalidago dans les autres Kingdom Hearts, et qui permet d'obtenir des bonus en combat tels que une augmentation de vie ou beaucoup plus de force d'attaque. J'adore le fait de pouvoir jouer avec Sora et Riku. Et une chose qui est encore mieux, c'est qu'en fait on visite tous les deux les mêmes mondes avec les personnages, sauf qu'en fait les événements ne se passent pas pareil. Je veux dire une bêtise, par exemple peut-être Riku il va sauver une fille du coup qui fait que ça va se passer tel truc, et Sora va sauver un garçon qui va faire tel truc. Vous savez qu'on visite les mêmes mondes, mais il ne se passe pas les mêmes choses, et c'est vraiment intéressant le principe de sorte de monde parallèle selon les personnages qu'on joue. Donc j'ai vraiment aimé ce côté là du jeu. Je trouve qu'au niveau du dynamisme des combats est un jeu qui a vraiment gagné en dynamisme. Surtout avec la méthode des fusions qui permet aux personnages d'acquérir des nouvelles compétences qu'ils n'auront pas sur la fusion. Et je trouve que c'est ça qui aide pour développer le système de combat de Kingdom Hearts de génération en génération, de console en console, qui fait qu'on arrive à des combats de plus en plus dynamiques au fur et à mesure des jeux. L'histoire du jeu devient de plus en plus intéressante et ça devient vraiment un réel plaisir de découvrir la nouvelle histoire qui commence à mieux s'identifier, on commence à mieux comprendre où le jeu veut emmener, même si paradoxalement ça commence à se complexifier et que ça commence à être dur à suivre. Si on s'accroche bien, on commence à découvrir un univers qui commence vraiment à avoir une sacrée patte. Et en vrai, je conseille vraiment de s'accrocher parce que la suite après ce jeu-là devient de plus en plus intéressant. Et après ce jeu, ça commence à se calmer au niveau des révélations et ça commence à essayer de résoudre ces mystères. Donc c'est un jeu qui fait un peu la transition entre les vieux Kingdom Hearts et le nouveau, c'est-à-dire ça fait la transition entre les tous anciens à Kingdom Hearts 3. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui est vraiment important d'y jouer et j'ai vraiment aimé que l'histoire devient de plus en plus intéressante. La version 3DS utilise le tactile intelligemment pour exécuter des actions spécifiques en plein combat, comparé à la version console pour moi qui est moins intuitif sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui a un problème dans le jeu en général, c'est que on peut pas bouger la caméra avec un stick vu que sur certains modèles de 2DS et 3DS il n'y en avait pas. Il fallait souvent avoir les New 3DS et 2DS pour avoir souvent le stick en plus de la caméra. Qu'est-ce qui posait pas beaucoup de problèmes mais c'est embêtant. Qu'est-ce qui a du coup corrigé la version PS4 vu que de base il y a déjà deux sticks sur la manette de PS4. Donc je trouve que c'est un défaut sans un défaut, mais c'est vrai que on va dire c'est dommage de dire que les joueurs qui avaient une DS mieux pouvaient mieux profiter du jeu on va dire. Mais c'est vraiment un petit problème, on peut très bien contrôler la caméra avec les deux sticks. Mais c'est vrai que ça reste quand même un petit problème qui n'empêche pas d'apprécier le jeu, mais je te le souligne quand même. Dans ce jeu, nous avons un système qui fait qu'on a un temps à côté des personnages au niveau de la barre de vie, qui fait que dès que le temps s'écoule, tout simplement en fait, on passe à l'autre personnage automatiquement. Donc c'est vrai que ça peut être vite embêtant, quand on est occupé à faire quelque chose, qu'on se concentre et du coup qu'on est pressé par le temps. Bon.
plus tard dans le jeu, on arrive à choper des objets qui nous permettent de remonter qui permettent de remettre du temps, qui fait qu'on peut techniquement finir le monde sans passer par le personnage et devoir, une fois qu'on a passé le personnage, repasser par le personnage qu'on utilisait. Sauf que, tant on est comme moi et qu'on n'a pas fait gaffe qu'on avait cet objet là, bah littéralement on fait tout le jeu en passant d'autres personnages tous les 2 minutes parce que le temps c'est qu'on le fasse super rapidement. Même si le temps s'avance au fur et à mesure du jeu. Donc c'est vrai que c'est vite dommage. Et surtout pour eux, un problème qu'il y a souvent dans ce jeu, que je vais expliquer tout de suite après, c'est le principe des boss et ce système de temps. Parce que le problème avec le temps, c'est une chose qui est embêtante, c'est que quand on arrive devant un boss qu'on est en train de l'affronter, et par exemple on est à 2 doigts de le battre, mais qu'on switch automatiquement par l'autre personnage, et qu'on va pour remettre le personnage qu'on utilisait pour finir le combat, le boss récupère toute sa vie. Et ça arrive très souvent cette situation. Attention, vous l'entendez, notre ami la caméra. Non, en vrai, ce jeu-là, c'est pas le pire. Certes, elle galère un peu avec la fluidité parce que c'est une nouvelle mécanique, donc je peux comprendre qu'ils avaient galéré à faire suivre la caméra avec ça. Donc c'est vrai qu'à des moments, on va tellement vite avec la fluidité, la caméra elle a un peu du mal. Mais vraiment, elle fait un grand effort, la caméra. Je te visite la caméra. Plus on avance, moins je commence à me plaindre de la caméra, ça c'est très bien. Donc en vrai, c'est pas le plus embêtant. Mais je l'aime bien ma petite caméra qui galère un petit peu avec le Mars. Donc en vrai, je suis vraiment content qu'il commence à améliorer la caméra, même si ça commence à faire beaucoup de jeux où la caméra avait des problèmes. Mais au moins c'est bien, ils apprennent de leurs erreurs, la caméra elle est moins embêtante. Je le mets quand même en point négatif parce qu'à des moments, surtout dans les endroits très compensés, c'est très dur de pouvoir se suivre avec la caméra qui galère un petit peu où se mettre. Mais vraiment, je te félicite, la caméra, tu as fait des efforts. Kingdom Hearts 3D Disrupt Distance, c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé. Quand je l'ai eu, je l'avais même précommandé pour avoir le porte-clés que malheureusement je n'ai pas eu. Pourtant je l'avais précommandé et je devais l'avoir, mais bon ça arrive, hein. Le monde n'a pas tout ce qu'on veut, c'est pas grave. Mais une chose qui est bien, c'est que j'avais vraiment kiffé ce jeu du coup. En plus c'est un jeu qui fait la transition entre les autres jeux et Kingdom Hearts 3, donc c'est là qu'on commence à avoir beaucoup plus de révélations et aussi beaucoup plus d'énigmes à résoudre souvent. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que du coup on a aussi des personnages qui viennent d'autres jeux, par exemple des personnages qui viennent de The World in the U que je connaissais pas, et du coup j'ai découvert grâce à ce jeu, et je pense comme beaucoup d'entre nous qui a découvert The World in the U grâce aux personnages qu'il y a dedans. Et c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment apprécié, le système, tout simplement le système de jeu, le fait que ça... Encore maintenant, j'ai rejoué à pas longtemps pour faire la vidéo, je suis incroyable à tel point, c'est beau sur 3DS, genre vraiment, je me dis ça tourne sur une 3DS et c'est balèze. Donc non, c'est vraiment un jeu qui est incroyable. Si un jour vous pouvez le faire, faites-le. C'est pas le meilleur, mais c'est vraiment loin d'être le pire. Pour moi, c'est un excellent. Si vraiment je dois mettre un top 5 de mes meilleurs Kingdom Hearts, mais ma top 3, je pense que lui, il est bien classé. Donc en plus, il y a des petites cartes de réalité augmentée qui fait que si on utilisait la réalité augmentée de la 3DS qu'à l'époque on utilisait, vous pouvez faire apparaître dans un petit mini-jeu les monstres dans la vraie vie avec un système de réalité augmentée. Qu'est-ce qui me fait beaucoup penser à Yu-Gi-Oh! C'est bête, hein, ça sert pas dans le jeu, mais c'est une mécanique qui est intéressante et j'avais vraiment kiffé quoi. Donc non, il y a plein de mécaniques dans le jeu, les aval-rêves, l'histoire et tout. Pour moi, j'ai vraiment adoré ce jeu. Si vous devez vous faire un Kingdom Hearts, c'est celui-là. En plus, il est pas encore trop cher. Et une bonne aventure de Kingdom Hearts sur une console, sur 3DS, encore maintenant, je sais pas quelle magie ils ont utilisé, mais c'est incroyable. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à plus pour d'autres vidéos. A plus.